Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver cette semaine pour débattre d'un nouveau sujet. Et cette semaine, nous aurons avec nos invités qui sont déjà présents à revenir sur les annulations des mandats d'arrêt prononcés par la Cour de cassation, une décision qui relance le débat sur la capacité de la justice burkinabé de conduire jusqu'au bout, en toute indépendance et sans interférence politique, des dossiers d'une certaine importance et d'une certaine sensibilité. Alors je reçois sur ce plateau, comme je vous l'annonçais, 4 invités avec lesquels nous reviendrons éventuellement sur cette décision, ses implications et ses conséquences. Alors sur ce plateau, nous avons comme invité à ma gauche M. Wilfred Zoundi, qui est consultant juriste et ancien député sous la transition. Bonsoir M. Zoundi. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci d'avoir honoré votre présence sur ce plateau. Et en face de lui, à ma droite, il y a M. Eric Kinda, qui est le responsable des clubs du ballet citoyen. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Merci à vous d'être passé. Merci également à vous pour Et l'invitation. en face de monsieur Kinda, monsieur Batibi Benao, maître Batibi Benao, qui est avocat, secrétaire général du syndicat national des avocats. Bonsoir maître. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. À l'extrême droite, il y a également un autre avocat en la personne de maître Ambroise Farama. Bonsoir maître. Bonsoir. Merci d'avoir honoré de votre présence sur ce également. plateau. Alors, première question, messieurs, que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi il a fallu attendre 2 ou 3 mois avant de porter des recours en annulation de ces mandats-là. On va commencer par M. Zoundi. Merci. Moi également, je me pose la même question. Pourquoi, depuis que les mandats d'arrêt ont été émis depuis le 8 avril 2016, si je ne me trompe pas, 8 janvier 2016, c'est le 28 avril que on constate l'annulation par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Une coïncidence troublante, une inspiration soudaine du conseil du gouvernement qui introduit un recours en annulation. On se pose des questions. Et également, avec ce que la presse révèle sur la place publique ces derniers temps, n'augure pas un bon dénouement de ce dossier. Et je pense qu'il appartient au corps judiciaire, à savoir l'ensemble des avocats qui étaient là le jour de l'audience, le jour même de la reddition du délibéré au niveau de la Chambre criminelle, d'autant plus qu'elle est publique. Et également, le comité du gouvernement de nous faire une conférence de presse pour nous dire véritablement ce qui s'est passé. Mais il faut le dire, cette inspiration soudaine du comité du gouvernement et cette coïncidence troublante également avec les convocations prétendues de hauts gradés de l'armée également laisse planer la suspicion C'est vrai également. qu'il y a beaucoup de coïncidences, notamment au niveau de l'aspect, le règlement diplomatique de ce mandat d'arrêt concernant justement la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, en la personne de Soro Kiba Foregio. Alors, officiellement, ces recours en annulation du commissaire du gouvernement vise à créer les conditions d'une bonne administration de la justice en corrigeant les vices de forme, c'est ce qui a été dit. Alors, pourquoi maintenant, Maître Batibi? Avant de revenir sur pourquoi maintenant, je voudrais dire d'abord que en tant qu'avocat rompu aux procédures pénales, il n'est pas vrai de dire qu'il y a un problème par rapport au délai et autres. Parce que, à ma connaissance, les mandats n'ont pas été lancés le 8 avril. C'est bien auparavant. En octobre 2015. Ça doit pas être en octobre. C'est courant, je crois, le mois de décembre-janvier. La deuxième chose, c'est que après que ces mandats aient été lancés, le commissaire du gouvernement qui est dans son rôle, parce qu'il est parti au procès comme toutes les parties, comme les parties civiles et tout le monde, a estimé nécessaire, pour des raisons qui lui sont propres, et on peut opiner beaucoup sur ces raisons-là, à ce moment il n'y a pas de problème, de contester la régularité de ces mandats, parce qu'il estime qu'on ne lui a pas permis de prendre ses réquisitions alors qu'il s'agit d'un mandat international plutôt qu'un simple mandat de dépôt ou d'amener, etc., etc. Et comme il n'a pas eu gain de cause devant la chambre de contrôle du tribunal militaire, il a jugé utile d'élever la contestation devant la Cour de cassation au niveau de sa chambre criminelle. Le dossier a été appelé à plusieurs reprises là-bas. Je crois par exemple que le 14 mars, il était prévu déjà qu'il y ait un délibéré, mais le délibéré n'a pu être vidé pour ceux qui étaient à l'audience parce qu'il manquait les mandats d'arrêt dans le dossier. Je crois que le tribunal militaire était représenté par un des substituts du commissaire du gouvernement,
à qui on a demandé de faire produire les mandats dans le dossier. Le dossier a été renvoyé pour cela, les mandats ont été produits, et la Cour a remis le dossier en délibéré au 28 avril, et on a vu la décision qu'on a vue. En tant que juriste, et en tant également que professionnel de la justice, je ne peux pas dire en l'état qu'il y a un problème par rapport à cela. Mais maintenant, c'est la suite de la décision qui pose problème lorsque on vient démontrer, cela est vrai, que d'abord, d'une part, le jour de l'audience, c'est-à-dire le jour du délibéré le 28 avril, le délibéré qui a été vidé n'était pas celui qui a été porté à la connaissance des citoyens à la télévision. Le matin, quand ils sont sortis, le délibéré qui a été vidé a été de dire que le pourvoi du commissaire de gouvernement était rejeté. Il y a eu deux décisions donc. Donc, c'est plus tard dans la soirée qu'on a appris sur une radio de la place d'une part et à la télévision d'autre part, que c'est plutôt une autre décision, exactement le contraire, qui a été rendue. Chacun peut se faire justement donc son opinion par rapport à cette situation, et c'est ça qui pose problème pour moi. Alors, Maître Ambroise, deux décisions prononcées par une même cour, la plus haute cour du pays. C'est vraiment inquiétant. Vraiment inquiétant. Ça, je peux vous le dire. Et que cela vienne de la plus haute juridiction en matière donc, pénale, ça inquiète. Mais permettez-moi d'abord de revenir sur la question. Vous vous êtes inquiété du fait que ce soit 2 mois après que, effectivement, donc, une décision intervenait sur la régularité donc, du mandat. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau. Parce que le Code de procédure pénale n'a pas imposé des délais dans lesquels il fallait faire des recours et des délais dans lesquels une décision devait être rendue. Par conséquent, toutes les causes de nullité peuvent être évoquées jusqu'à la fin de la procédure devant la chambre de contrôle. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est comme il a si bien dit, il y a eu d'abord un recours devant la chambre de contrôle et c'est contre la décision de la chambre de contrôle que le commissaire du gouvernement s'est pourvu en cassation. Donc ce n'est pas 2 mois avant. Ça y est, il y a eu un tralala, il y a eu des actes, des procédures qui ont été posées jusqu'à ce qu'on ait cette décision finale de la Cour de cassation 2 mois après. Maintenant, comme mon confrère Maître Benao le disait tantôt, parce que moi, lorsque j'ai appris dans la nuit du 28 qu'une décision avait été rendue et que le mandat d'arrêt qui a été décerné et délivré contre Blaise Compaoré dans le cas du dossier Thomas Sankara était annulé, alors là, je me suis inquiété. Parce que je suis moi-même avocat de la famille Sankara, constitué dans le dossier, alors que je n'avais pas été informé au préalable d'une audience à la Cour de cassation. J'avais certainement appris dans le couloir du palais que le dossier donc, du mandat d'arrêt de Soro Guillaume faisait l'objet, devait être examiné ce jour-ci. Mais comme je ne suis pas constitué dans ce dossier, je ne me suis pas intéressé à cette audience. Maintenant, dans la nuit, j'apprends que le dossier de Blaise Compaoré, par rapport au mandat de Blaise Compaoré dans le dossier Thomas Sankara également, est concerné. Et là, tout de suite, dès le lendemain matin, je me suis déporté à la Cour de cassation pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Et j'ai vu qu'à l'audience du 28, il n'y a eu qu'un seul dossier. C'était le dossier Gilbert Diendéré et autres dans le cadre du coup d'État. Le dossier Thomas Sankara n'a pas été appelé à cette audience-là. Mais comment ça se fait-il alors qu'on ait pu annuler le mandat de Blaise Compaoré dans le cadre du dossier Thomas Sankara? Je ne pense pas que ce soit le cas, mais avec les explications de Maître Benao, je commence à douter maintenant. Parce que jusque-là, après cette vérification, moi, j'ai conclu que le dossier Thomas Sankara n'a pas été appelé, donc le mandat de Blaise Compaoré n'a pas pu être annulé. Mais lorsque j'apprends avec Benao qu'en réalité, dans le dossier même de Gilbert Diendéré, les mandats n'y étaient pas, et que par la suite, on leur a demandé d'envoyer les mandats, qu'ils ont complété les mandats, je doute fort. En tout cas, j'ose croire qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils n'aient pas complété aussi le mandat de Blaise Compaoré, alors qu'il ne s'agit pas du même dossier. Mais si tel est le cas, dans tous les cas, ces annulations elles-mêmes sont nulles. Et je vais même aller plus loin. Vous voyez une cour de cassation qui saisit la régularité d'une procédure. Ils disent que l'article 130 a été violé. Mais quand vous lisez les suites de l'article 130, la sanction qui est réservée au non-respect de cette formalité qui est précise à l'article 130 n'est pas la nullité de la procédure. Pas du tout. Ce qui est prévu comme sanction, c'est une amende contre le greffier ou une prise à partie contre le juge. Mais d'où alors la Cour de cassation a-t-elle pu
sortir effectivement cette décision d'annulation. Il n'y a pas de nullité sans texte. Si vous voulez annuler un acte de procédure, il y a forcément une disposition légale qui dit que tant que cette disposition n'est pas respectée, la conséquence est l'annulation. Mais dans le cas de l'article 130, la conséquence du non-respect de l'article 130, ce n'est pas l'annulation de l'acte. Et l'article 135, alors je crois que l'article 135 qui stipule que, je crois, permettez-moi de fouiller dans mes papiers, je ne sais pas, qui dispose que si les juges d'instruction n'ont pas cru bon de requérir l'avis du procureur général, l'amende à eux infligée est une sanction disciplinaire du greffier et une amende au greffier, c'est ça, je crois, cette disposition du code de la procédure pénale. Alors comment se fait-il qu'il y ait justement 2 décisions qui ont été prononcées ce jour et également vous l'avez dit tantôt, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte qui dispose qu'on doit annuler un pouvoir en cassation concernant ce genre de recours-là. Bon, comment ça se fait-il qu'il y ait eu 2 décisions? Moi, je n'en sais rien. Mais je pense que justement, c'est parce qu'il y a eu 2 décisions qu'il y a eu la précipitation, il y a eu la panique, au point où on allait nous sortir une décision avec laquelle on tombe des nuls. Selon des informations, c'est une heure après également que ces décisions ont été prononcées. 1 heure après. 1 heure après. La première décision qui a débouté le commissaire du gouvernement, 1 heure après, il y a une autre décision. Mais est-ce qu'il y a eu une autre audience? Non. Selon les informations. Ce n'est pas possible. Dans une procédure devant une juridiction, le dossier est débattu à l'audience publique. Et après débat en audience publique, la chambre se retire et délibère donc dans le secret, effectivement, mais la décision est rendue à l'audience publique et dans la salle. Et d'ailleurs, si vous rendez même une décision dans une salle dont les portes sont closes, la loi dit que cette décision est nulle. C'est-à-dire, la décision de justice doit être prononcée dans une salle ouverte au public. Et tous ceux qui étaient présents à cette audience, en tout cas selon ce qu'on a appris, disent que la décision qui a été rendue est tout à fait différente de celle qu'on a portée après à notre connaissance et de celle qu'on a pu constater dans le primitif. J'avoue que c'est une magie juridique, c'est du maraboutage peut-être, je n'en sais rien, mais je ne sais pas comment ils sont parvenus à cela. Monsieur Kinda, est-ce que c'est ce qui a valu la sortie médiatique du balai citoyen de votre mouvement? Oui, écoutez, ce que je viens d'apprendre avec Maître Farama et Maître Benao me conforte dans ma position selon laquelle il y a de la manipulation, il y a une certaine pression qui est exercée sur les juges. Honnêtement, je ne suis pas surpris de ce qui est en train de se faire actuellement concernant ce dossier. Le temps avait été déjà donné à l'occasion du sommet d'Addis Abeba, où le président Roch avait promis à Ouattara un règlement politique de la question. Le président ivoirien avait souhaité un règlement diplomatique accepté par le président du Faso. Ce qui avait été accepté par le président du Faso, pour moi, c'est une suite logique. Il y a un certain cafouillage que les novices en matière de droit ne comprennent pas, mais il y a une logique, ce n'est pas une coïncidence, c'est un plan qui se déroule, qui se dévoile en fait. Et nous sommes impatients de voir la suite à donner à cette affaire-là. Il se murmure un peu partout ces 2 jours qu'on va relancer ces mandats, mais ce que je viens d'apprendre avec Maître Farama est assez édifiant. J'ai peine à croire qu'il y aura une suite à donner à ce dossier-là. On a voulu torpiller, mettre la pression pour exécuter ce projet de régler le problème au plan politique avec le voisin ivoirien. Mais c'est dommage, on dit qu'il y a beaucoup d'intérêts du Burkina Faso au niveau de la Côte d'Ivoire, mais je pense également si au nom des intérêts du Burkina Faso, nous devons chaque fois nous plier aux caprices du voisin ivoirien, c'est bien dommage. Si nous sommes des frères, je pense qu'il appartient aux Ivoiriens de nous traiter comme des frères. Et je pense bien que Guillaume Soro, dans ce qu'il a eu à faire, dans sa façon de tremper dans ce coup d'État-là, ne s'est pas du tout comporté en frère. Je crois que le commissaire du gouvernement, dans l'un des points de presse qu'il a animé, il a dit que les écoutes téléphoniques concernant Guillaume Soro n'étaient pas, les écoutes téléphoniques en général n'étaient pas authentifiées. Est-ce que on peut dire après tout ça qu'il y a des éléments tangibles qui sont retenus contre Soro Guillaume? Bien, écoutez, moi je ne suis pas un expert en la matière. De toutes les façons, les éléments audio ont tellement circulé, chacun a pu faire son opinion là-dessus. Et on nous dit que ce n'est pas authentifié. Et dans le même temps,
on dit qu'il faut mettre en branle toute la diplomatie pour étouffer l'affaire. Il y a une contradiction. Ça veut dire que c'est quelque part, des gens sont conscients, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire ou au niveau du Burkina, les premiers responsables au sommet de l'État, les gens sont conscients que c'est des documents authentiques. Sinon, on n'aurait pas déployé toute cette diplomatie-là pour étouffer l'affaire. Alors, permettez-moi de revenir sur les réquisitions du procureur, du commissaire du gouvernement, qui est dans ce cas-là le procureur du général. Alors, comment ça se fait que les juges d'instruction qui devaient requérir l'avis du commissaire du gouvernement qui a posé son visa sur les mandats d'arrêt, est-ce que ce n'était pas une façon aussi de donner un avis favorable à ces requêtes-là, à ces mandats internationaux? Ok, merci. Je voudrais au préalable préciser que les mandats ont été émis le 8 janvier, et j'ai bien fait de le préciser, 8 janvier, 28 avril, 4 mois, que nous avons la décision de la Cour de cassation. Cela précis. En ce qui concerne les réquisitions du ministère public prévues par l'article 130 du Code de procédure pénale, des informations que nous avons, c'est que dans la pratique, régulièrement, qu'est-ce que les juges d'instruction faisaient? Alors, ils émettaient les mandats sans pour autant recueillir toujours les réquisitions du commissaire du gouvernement représentant le ministère public au sein du tribunal militaire. Cependant, lorsqu'ils veulent amener ce mandat, le commissaire du gouvernement émet toujours un visa. Et pour eux, le visa là était considéré comme une réquisition. Mais c'est une erreur. D'autant plus qu'il est dit en latin que errare humanium perseverare diaboli. L'erreur humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Avant, c'était une pratique, mais compte tenu de l'envergure du dossier, si bien sûr aucun dossier n'est supérieur à un autre dossier, mais dans le cas de ce dossier quand même, qui implique une haute personnalité étrangère, je pense que les juges auraient dû faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme et de rigueur. D'autant plus qu'il y a des avocats ici. C'est vrai que l'avocat n'a pas une obligation de résultat quant à l'issue du procès, mais il a une obligation de compétence, une obligation également de rigueur quant aux actes de procédure qu'il émet, d'autant plus que sa responsabilité peut être engagée dans ce sens. Et cela également s'impose aux juges. D'autant plus qu'ils ont prêté serment, conformément à la loi organique portant statut du Code de la magistrature, article 41, de se comporter en digne et loyal. Loyal, c'est-à-dire conformément à la loi. De respecter les droits, conformément à la loi. Donc, il faut beaucoup plus de professionnalisme. Et ça m'étonne quand même que cette irrégularité, quand même grossière-là, puisse entacher la régularité du dossier. Tout à l'heure, on parlait pas de nullité sans test, ou pas de nullité sans grief. On se pose toujours des questions. Alors, cette annulation va permettre au dossier de rebondir. Maître Bativier Benao. Alors, justement, il y a également, entre ce laps de temps, le 28 avril, avant, il y avait, sur les informations qu'on a reçues, la décision d'Interpol Côte d'Ivoire qui refuse d'appliquer, si mandat il y a, si on essaie de relancer justement les mandats d'arrêt. Alors, est-ce que Interpol peut justement refuser d'appliquer cette décision? C'est la première question. Oui, Interpol peut refuser. C'est une organisation internationale. Mais avant d'y revenir, je voudrais insister, comme l'a dit Wilfried, que le pire ennemi du droit et du juge, c'est la pratique. C'est-à-dire, comme on a l'habitude de faire comme ça, nous on a fait comme ça. Ça, c'est le pire ennemi du droit et du juge. Il faut toujours qu'on ait toujours à l'attention l'assurance que nous avons pu respecter scrupuleusement telle et telle disposition, sinon on ne rend pas service en réalité à personne, comme nous l'avons dit ailleurs. Maintenant, par rapport à Interpol, oui, Interpol est une organisation internationale dont le siège est basé à Lyon, comme vous le savez, qui a des statuts. Et si Interpol estime qu'on a émis un acte qui lui semble contraire à ces statuts, Interpol ne s'exécute pas. Alors, Interpol a relevé le caractère politique de ce mandat d'arrêt. Vous en pensez quoi?
D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Je suis intervenu sur une radio de la place plusieurs fois dans la période justement donc, des poursuites par rapport au coup d'État. Et j'avais attiré l'attention des gens sur le fait que la plupart des conventions, surtout celles de la CEDEAO, portant sur l'extradition des personnes entre États, dit qu'il n'y a pas d'extradition lorsque l'infraction en cours est une infraction politique. Toute la question est de savoir c'est quoi l'infraction politique. Donc il appartient au Burkina Faso, au cas où les autorités judiciaires souhaiteraient reprendre ces mandats, de voir dans quelle mesure il est possible de contourner cette qualification d'infraction politique. Et ça, si vous regardez dans la pratique et la jurisprudence entre griffes de l'Interpol, il y a ce qu'ils appellent le facteur dominant. Je prends un exemple. Si on considère que le fait de changer par la force un pouvoir politique établi constitue une infraction politique, c'est comme ça qu'ils le définissent, on peut faire une prédominance par rapport au fait que des gens ont été tués, par exemple, les crimes contre l'humanité, ou encore l'atteinte à l'intégrité physique des gens, l'atteinte à la vie. Si on met l'accent là-dessus, cela peut permettre à Interpol, de mon point de vue, si toutefois ils sont de bonne foi et que ce n'est pas des raisons politiques, mais c'est strictement le fait qu'ils pensent que c'est parce qu'on parle de coup d'État qui est en cause, il doit pouvoir se mettre en branle. C'est ce qu'on appelle le facteur dominant dans ce qui est posé. C'est la raison pour laquelle, mon confrère et moi, on pourra en discuter beaucoup. Chaque acteur au niveau de la chaîne pénale a son rôle à jouer. Et il faut bien qu'il puisse jouer ce rôle-là parce que à partir du moment où on se détache d'une certaine humilité, on ne va plus servir la procédure en tant que telle. Peut-être que dans les réquisitions que le procureur peut prendre, il se peut que scientifiquement, il puisse outiller le juge puisqu'il donne un avis technique par rapport à ce qu'il y a à faire. Et s'il ne l'a pas, si on se contente des visas, alors qu'on n'est pas dans un système de visas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voyez? Donc c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important que cela puisse l'être. C'est vrai qu'on a dit que l'article 135 dit que la sanction, dans ce cas, pour les acteurs, les greffiers, c'est une amende, les juges, c'est la prise à partie, ça dit qu'on poursuit les juges eux-mêmes. Mais la sanction pour la procédure, c'est quoi? On peut en discuter. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle moi je pense que il faut chercher à savoir d'abord, quand on dit Interpol, c'est qui? C'est Interpol Côte d'Ivoire ou est-ce que c'est le secrétariat général de Interpol à Lyon? Si c'est Interpol Côte d'Ivoire, il faut que le Burkina recourt à Interpol Lyon, donc précisément le secrétariat général, pour leur dire, bon écoutez, voilà nous avons un problème entre les mains, et Interpol Côte d'Ivoire refuse de s'exécuter, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va voir des réponses. Si c'est le secrétariat général qui a parlé, bon, il faut revoir les mandats et puis reformuler. Voilà. Non, moi, voyez-vous, la question qui se pose, pourquoi Interpol attend cette période, la levée des mandats d'arrêt pour se prononcer négativement? C'est assez troublant. Ce n'est pas une coïncidence. Je refuse le mot coïncidence. C'est une orchestration. Il faut appeler les choses par leur nom. Et je suis en train de m'interroger. Le sergent Nebié Moussa a-t-il été extradé sur la base de ce lot de mandats d'arrêt? Si oui, il y a problème. Je ne suis pas un expert en droit, mais si oui, il y a un problème. Il y a un problème. Puisqu'on dit que la procédure est entachée de vices. Donc on le libère et qu'on va voir. Et c'est une certaine presse, s'il vous plaît, c'est une certaine presse qui ventile la décision de Interpol. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration. C'est savamment orchestré. Toutes ces erreurs au niveau de la procédure, je ne m'y connais pas très bien. Moi, j'analyse le problème au plan politique. Il y a une volonté de régler l'affaire au niveau des sommets des deux États. Ça a été dit clairement et je pense que c'est la suite que nous sommes en train de voir. Alors, bon, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que M. Kinda. Oui. C'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé, les manipulations qu'il y a pu avoir à la Cour de cassation, et quand on regarde également les déclarations des premières autorités donc, du pays, on peut penser que effectivement le politique veut intervenir dans le judiciaire. Mais je me garde à ce stade donc de l'affirmer. Vous avez dit veut.
veut intervenir. Vous dites? Vous avez dit veut intervenir. Donc, voilà, non, c'est-à-dire que le politique a souhaité pouvoir donc régler les questions sur le plan diplomatique. Ben, je dis, je me garde en tout cas à ce stade donc la procédure de dire que le politique donc, est en train de forcément s'immiscer donc dans la gestion de ce dossier judiciaire. Je m'explique. D'abord, comme le confrère l'a si bien dit, la nullité, c'est-à-dire la violation de l'article 130, est-ce qu'elle est avérée ou elle n'est pas avérée? Elle est avérée. Donc, indépendamment de toute pression politique, c'est une insuffisance qui a été constatée. Donc, indépendamment de toute pression politique. Maintenant, c'est peut-être la façon dont c'est géré qui fait que ça peut nous amener à croire que les juges n'ont pas agi en toute indépendance. Ça, c'est légitime. C'est légitime de le penser. Mais je pense qu'il faut aussi faire plus ou moins confiance effectivement donc, aux acteurs de la justice parce que dans le dossier, il n'y a pas que seulement le juge et le commissaire du gouvernement. Il y a également donc, des avocats également qui tous contribuent effectivement à la manifestation de la vérité. Non, je ne suis pas conçu dans ce dossier, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais j'ose croire, en tout cas, que les praticiens du droit veilleront à ce que le politique s'éloigne de ce dossier dans l'intérêt du peuple burkinabé et dans l'intérêt de la justice. Alors, on va revenir sur ces deux décisions-là, ces deux décisions qui ont été prononcées ce même jour. Est-ce que, en quelque sorte, ça n'entache pas un peu l'indépendance de la justice tant souhaitée par vous autres acteurs de ce corps-là? Bon, moi, je ne dirais pas des deux décisions qui ont été prononcées. Mais je dirais toujours les deux décisions qui auraient été prononcées. Qui auraient été prononcées alors, et même apparemment d'ailleurs, qui n'ont pas été prononcées. Puisque prononcer, c'est la parole. De ce que j'ai compris, c'est que dans la salle d'audience, la décision qui a été rendue était une décision de rejet. Maintenant, c'est dans le primitif par après qu'on a constaté une décision d'annulation. Donc, ce qui a été prononcé à l'audience, c'est une seule décision. Mais ce qui est plutôt donc transcrit dans le primitif, c'est toute une autre décision. Donc, effectivement, ça pose problème. Mais le problème se trouve à quel niveau? Est-ce que ce sont les juges qui ont modifié leur décision à l'absence des parties? Ou alors, est-ce que c'est au niveau donc du greffe? Mais moi, je pense que cette question-là, une enquête doit être ouverte. Il faut qu'une investigation soit menée pour savoir comment est-ce que la chambre criminelle de la Cour de cassation a fonctionné pour qu'on puisse avoir deux décisions. Une décision transcrite qui est différente de la décision prononcée. Et que cette enquête nous dise exactement ce qui s'est passé et s'il y a des sanctions, que les sanctions soient prononcées. Et c'est comme ça qu'on pourra donc garantir l'indépendance, même dans les deux dossiers à venir. Mais si on laisse ça passer comme ça, sans chercher à comprendre ce qui s'est passé, sans sanctionner les acteurs qui ont été fautifs, c'est le droit qui est en danger. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Au Burkina, quand vous êtes d'accord avec la position de quelqu'un, vous dites que vous abondez. Donc moi, j'abonde dans son sens. Pour moi, pour une cour de cassation, c'est totalement inacceptable. Voilà, c'est totalement inacceptable. Parce que si c'est possible dans une cour de cassation, c'est mieux, chacun de nous n'a qu'à retourner au village. Parce que c'est mieux, honnêtement. Parce que ce n'est pas du tout possible. Il faut absolument qu'une enquête soit ouverte par les instances e-habilitées et que le Conseil supérieur de la magistrature se saisisse de cette question pour faire des investigations, pour voir qu'est-ce qui s'est passé et situer tout le monde. Parce que nous savons qu'en droit, il est possible pour le juge, s'il estime qu'il s'est trompé dans une décision de justice qu'il a rendue, à tout moment, sans aucun délai, de revenir sur sa décision, mais il doit suivre une voie que la loi a indiquée. Et ils sont mieux placés pour le savoir au niveau de la Cour de cassation que surtout en matière pénale, la loi est d'interprétation stricte. Il y a des conditions, il y a une voie à suivre. On ne se va pas se réunir en catimini pour venir donner notre délibéré. Non. Donc, il faut qu'on nous explique de façon concrète qu'est-ce qui s'est passé. Pour ceux en tout cas qui étaient dans la salle le matin, à 9h. Voilà. Ça, je suis catégorique là-dessus. En tant que juriste, déjà dans la nuit du 28 et même après, j'avais accueilli comme tout juriste, parce que toutes les fois que la Cour de cassation se prononce sur une question en tant que juriste, on doit être content, même en tant que citoyen, parce que ça nous donne quelle est l'application qu'on doit faire de telles dispositions, puisque les juridictions
de première instance et d'appel sont nombreuses. Elles peuvent se tirer sur des positions. Un tel dit non, c'est moyen A, l'autre dit c'est B. Mais quand la Cour de cassation donne l'interprétation, tout le monde s'aligne en principe derrière cette position. Évidemment, chacun pourra la critiquer, comme vient de le faire Ambroise Farama. Mais c'est déjà une bonne chose pour les jurys parce que c'est une avancée. Mais maintenant, les conditions dans lesquelles ça a été rendu et que nous avons appris plus tard, a fait que nous avons déchanté un peu. Voilà. Monsieur Zodi. Oui, merci. Dans le même sens, hein, je suis quand même étonné de ce cafouillage juridique qu'il a eu au niveau de la Cour de cassation. Parce que comme il a relevé, c'est des magistrats de grade exceptionnel. Ils sont au sommet de leur art et de la science juridique. C'est un peu comme la juridiction arbitre. Si au niveau des joueurs, il y a un problème. Donc, eux qui sont censés être des modèles et donner l'exemple, se comportent de la sorte, c'est inquiétant. Je vais revenir également sur la prétendue confrontation entre deux décisions. Ce sont les informations que nous avons eues. Il y a d'abord la version du procureur général du commissaire du gouvernement est différente de la version également que Madame la greffière en chef a donnée. Pour elle, c'est elle qui s'est trompée. C'est pourquoi il y a eu surcharge, il y a eu une manipulation au niveau du primitif. Il faut dire que le primitif, c'est le registre dans lequel on met la conclusion finale de la décision. Et selon le procureur, non, c'est le juge en rendant le délibéré qui s'est trompé. C'est pourquoi au départ, j'ai dit, il faut que les avocats conçus dans l'affaire fassent une conférence de presse pour soutenir l'opinion publique. À défaut, il faut également que le commissaire du gouvernement fasse une conférence de presse pour soutenir l'opinion publique. Cela dit, même en ce qui concerne les surfacturations au niveau du primitif, nous avons vu la photocopie de la surfacturation, de la surcharge, autant pour moi, dans le courrier confidentiel. Mais c'est ahurissant. Même les inspections des services techniques disent toujours au greffier, en cas de modification du dispositif au niveau du registre, faites toujours une mention en marge, le nombre des mots qui seront modifiés, et côté et paraphé, et la signature du greffier. Et l'inspection des services techniques, même judiciaires, même, de conseiller toujours au greffier de, par exemple, couper une feuille, parce que ce qui est passé, une feuille a été coupée, remplir une décision et coller dans les primitifs. A toujours déconseillé cela. C'est pourquoi je suis d'accord avec Maître qu'il faut ouvrir une information. Il faut que les services techniques de l'inspection judiciaire se saisissent. Il faut que le Conseil supérieur de la matière également se saisisse de la question, parce que c'est trop grave, c'est trop sérieux. Alors, on approche inégalement vers la fin de l'émission. Alors, la question que je voudrais savoir, est-ce que ces dossiers qui vont être relancés fois du commissaire du gouvernement, est-ce que ces mandats d'arrêt-là vont porter ses fruits? Bien, en fait, je voudrais répondre tout de suite pour rassurer Maître Farama que je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Et comme il a dit, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ce dossier. Et je crois que je pense qu'il y a quand même des gens très honnêtes et courageux qui vont, à un certain moment donné, prendre les responsabilités. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. Et nous attendons de voir. Ils ont dit qu'ils se sont sûrs qu'on va reprendre la procédure normale et lancer les mandats d'arrêt. Et nous attendons cela avec beaucoup d'impatience et ça va venir démentir ce qu'on est en train de penser que c'est une façon de régler le problème au plan politique et d'étouffer l'affaire. Ceci étant, je pense que Maître Farama et Maître Benao ont levé le lièvre. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut faire et je pense que si on le fait, s'il y a des fautes qui ont été commises, mais que les responsabilités soient situées. Et je crois aussi que ça serait une occasion pour la population et les justiciables de faire confiance. On a besoin d'avoir confiance. Si déjà dans ce cafouillage-là, des responsabilités sont situées et qu'il y a des sanctions à prendre, je pense que ça serait un signal fort et ça peut en tout cas établir une certaine confiance. Maître Farama, déjà cafouillé dans le dossier Putsch, est-ce que vous n'avez pas un peu des appréhensions concernant le dossier dans lequel vous êtes constitué, le dossier Thomas Sankara? Ah, mais sans vous mentir, j'ai eu à un moment donné un peu peur. Mais bon, dans tous les cas, je reste toujours serein et j'ose croire que ce qui est, en tout cas ce qu'on a pu constater dans les autres dossiers, ça ne va pas arriver dans notre dossier. Maintenant, lorsque vous demandez est-ce que les mandats d'arrêt, s'ils venaient à être repris, est-ce qu'ils pourraient être exécutés? Bon, je pense qu'il y a deux questions. Il y a d'abord la question de la reprise elle-même des mandats d'arrêt. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de difficulté qui soit posée au juge pour pouvoir reprendre donc, les mandats d'arrêt. Parce que l'avis qui est requis
Que l'avis soit favorable ou défavorable, ça n'empêche pas au juge d'émettre le mandat. Donc, à mon avis, rien ne devrait empêcher donc, le juge donc, de reprendre donc, les mandats, si tant est que le juge estime jusqu'à ce jour que ces mandats sont toujours utiles dans le cadre donc, de sa procédure. Maintenant, en ce qui concerne donc l'exécution de ces mandats, là c'est toute autre chose parce que là également il intervient d'autres facteurs qui ne sont pas forcément maîtrisés par le juge lui-même. Le juge lui se contente effectivement donc de respecter la procédure, de décerner donc les mandats. Maintenant pour l'exécution, ce sont d'autres acteurs donc qui exécutent donc ces mandats. Et j'avoue qu'à ce niveau, bon, ce n'est pas si évident que ça. Déjà, ce qu'on apprend, le refus donc de Interpol Côte d'Ivoire donc d'exécuter donc les mandats, mais à mon avis, je pense qu'il doit avoir également, comme Ben Benao le disait, d'autres voies de recours. C'est-à-dire que même si au niveau donc de Interpol Côte d'Ivoire il y a des problèmes, je pense que étant donc une organisation qui a des instances supérieures, ces instances supérieures peuvent être saisies. Et le mandat d'arrêt international, ça ne veut pas dire seulement qu'il est exécuté seulement en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que même si la personne aujourd'hui est en Côte d'Ivoire, si la personne se retrouve dans un autre pays à un moment donné où également Interpol existe, ça veut dire que ce pays-là peut mettre en exécution le mandat d'arrêt. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas exclu, mais pourvu qu'on fasse tout dans les règles de l'art pour qu'on ne vienne pas nous opposer encore des causes de nullité, des procédures donc, des actes qui seront posés. Maître Benao, le président avait annoncé le règlement diplomatique de cette crise. Alors, est-ce que, la même question, est-ce que ces mandats d'arrêt concernant la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, est-ce que ce mandat d'arrêt sera véritablement, va aller à la personne qu'il faut? D'abord, est-ce qu'il sera relancé? Je n'ai pas de raison d'en douter parce que le directeur de la justice militaire, Sita Sangaré, a dit sur une radio de la place que ça allait être fait mardi. C'est vrai, il n'a pas dit c'est quel mardi. Il y a beaucoup de mardis dans l'année, on attend. Chaque mardi, on va voir jusqu'à 24 heures qu'ils ont lancé ou pas. Voilà, c'est ça, on va attendre voir. Mais je ne désespère pas que ça va être relancé. Et ça doit être relancé, j'imagine, parce que sinon, je ne vois pas comment le juge va justifier donc, sa détermination par rapport à cela. On ne lance pas un mandat d'arrêt international quand il y a une telle personnalité comme ça, sur un pif. J'espère qu'il a de bonnes raisons de le faire et qu'il va reprendre. Deuxièmement, j'ai appris dans la presse que le commissaire du gouvernement du tribunal militaire a dit qu'ils veulent du temps et qu'après, ils vont relancer la procédure. Je suis étonné parce que ce n'est pas au commissaire du gouvernement de reprendre la procédure de lancement des mandats d'arrêt, c'est au juge d'instruction. Et c'est le juge d'instruction, je crois qu'il est indépendant. Nous l'attendons pour voir quand est-ce qu'il relance justement donc, le mandat d'arrêt, notamment saisir le parquet pour ses réquisitions, comme l'a recommandé la Cour de cassation en tant que tel. Troisièmement, est-ce que ça va parvenir? Là-dessus, je voudrais dire que courant novembre, décembre toujours, quand j'intervenais beaucoup sur une radio de la place, j'avais décrit, sans aucune prétention, ce que je croyais être la bonne procédure par rapport à ce genre d'affaires. C'est-à-dire la procédure qui est prévue dans un protocole d'accord de la CEDEAO relativement à l'extradition justement donc dans la sous-région. Le problème c'est quoi? Quand vous décidez d'aller par Interpol, comme si c'était des voleurs de poulets d'une frontière à une autre, tel que ce qui a été fait, finalement, on dit que c'est Interpol qui n'est pas d'accord. D'accord? Interpol c'est qui? Je vous ai dit, c'est une organisation internationale qui est basée à Lyon. Donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui va dire, nous, à aucun moment on a refusé, mais on n'a rien reçu. La Côte d'Ivoire... C'est Interpol, vous avez saisi, vous ne nous avez pas vu. Est-ce que vous comprenez? Mais si on passait par la procédure qui est prévue par le protocole de la CEDEAO, qui décrit de façon claire comment ça doit se passer, c'est-à-dire le juge d'instruction prend son mandat, le procureur prend ses réquisitions, c'est transmis au ministre de la Justice, qui via le ministre des Affaires étrangères saisit son homologue ivoirien, il a reçu, il ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu. Et ils vont répondre également. S'ils ne répondent pas, il y a des conséquences. S'ils répondent, il y a des conséquences, aussi bien par rapport à l'État lui-même, mais par rapport aussi à l'engagement de quelqu'un ou de chacun à l'intérieur de la CEDEAO, qui n'est pas morte. Donc, il faut, de mon point de vue, que les gens aient l'humilité de revoir tout ça. Quand je parle toujours de la procédure, les gens disent oui, vous faites du juridisme et consort. Je dis, comme certains des Burkinabés, j'ai failli être tué à Laïko ce jour-là. Je suis aussi intéressé par l'issue de cette procédure. Mais il faut raison garder, savoir raison garder, faire en sorte que ça puisse aboutir dans les règles.
Alors, comment se fait-il que les autorités ivoiriennes, lors de ce mandat d'arrêt qui a été lancé contre Soro Guillaume, ont informé de ce qu'elles n'étaient pas informées justement de ce mandat d'arrêt-là? Puisque pour les profanes que nous sommes, je pense qu'il y a deux voies de recours: Interpol, il y a le ministère des Affaires étrangères pour l'information et Interpol pour l'exécution. Comment se fait-il que le mandat d'arrêt les autorités ivoiriennes ne sont pas informées de ce mandat d'arrêt-là? Alors, ils sont informés, mais ce n'est pas par la même voie. Ils sont informés pourquoi? Parce que quand vous voyez Interpol, c'est une organisation internationale dans laquelle les États sont membres. Le Burkina est membre depuis 1961. Donc, ce n'est pas Interpol qui recrute des policiers particuliers qui sont dans les États. Mais c'est la police de l'État. On détache quelques-uns, on dit, bon, vous constituez le bastion, si vous voulez, de Interpol dans l'État. Donc, si le policier ivoirien qui est affecté dans l'organisation internationale Interpol sur le plan national reçoit justement donc un document de ce genre, il va rendre compte à son supérieur. Donc, c'est pour là que je dis, il y a une petite nuance à faire. Généralement, c'est par rapport aux infractions dites de droit commun, les vols, patati patata, les grands bandits, vols de voitures et consorts, ils font ça. Et puis bon, mais par rapport à une autorité, ou en tout cas une certaine personnalité, voilà, il serait bon, de mon point de vue, de passer par le règlement justement de la CEDEAO qui est prévu pour cela. Ça, c'est mon point de vue. Monsieur Zondi, on va clore avec vous. Alors, au vu de tout ce qui a été dit sur ce plateau, est-ce que la justice burkinabé a cette capacité aujourd'hui de conduire jusqu'au bout, en toute indépendance, un dossier aussi sensible que celui-ci? Je crois fort, je suis optimiste, d'autant plus que des informations que j'ai également, je pense que les juridictions de décision sont déjà même à pied d'œuvre pour reprendre. D'autant plus que le vice de forme n'annule pas la procédure, mais il suffit de reprendre en conformité également avec l'article 130. Cela dit, en ce qui concerne la convention de la CEDEAO, c'est l'extradition là. Il peut y avoir deux obstacles. D'abord, la Côte d'Ivoire, son droit positif, le refuse d'extrader ses nationaux. Secondo, la convention de la CEDEAO également peut évoquer des raisons politiques et même la peine de mort pour refuser d'extrader. C'est pourquoi nous avons intérêt également à abolir la peine de mort ici au Burkina Faso. Parce que les conventions internationales de nos jours là refusent l'extradition si dans le pays dans lequel on extrade, la peine de mort sera appliquée. Et cela dit, je pense également que les mandats d'arrêt ont un but pédagogique. Pourquoi? Le droit pénal joue un rôle de prévention et de répression. Prévention pourquoi? Dans tous les pays où des anciens classiques du régime sont, aucune personnalité d'un État étranger n'osera être en connivence avec cette dernière pour s'aimer de tout ici au Burkina Faso. Parce que le mandat d'arrêt a été lancé sur une alerte et ça joue un rôle préventif et de dissuasion. Mais je pense que c'est vrai que la Constitution dit que le président du Faso est le garant du pouvoir judiciaire. Il a la caution, la personne morale de la caution. Mais, à travers les lois, la révision constitutionnelle que nous avons faite, de connaître le chef de l'État du pouvoir judiciaire. Il peut donner son orientation politique sur la politique de l'exécutif, mais il ne peut pas intimer au pouvoir judiciaire dans un sens ou dans un autre sens. Parce que l'intérêt entre deux États ne peut se faire sans l'intérêt des deux peuples. Il y a eu l'insurrection, il y a eu le coup d'État, il y a eu des victimes, il faut que justice soit rendue. Merci, monsieur Wilfred Zondi. Je rappelle que vous êtes consultant juriste. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je crois qu'il y avait beaucoup de réponses, de relances. Et justement, monsieur Kinda, je vois qu'il va me dédier quelque chose. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Je rappelle le nom des invités. À ma droite, il y a Eric Kinda, qui est le responsable des clubs au Balai Citoyen, qui a représenté le Balai Citoyen sur ce plateau. À sa droite, maître Ambroise Farama, qui est avocat. Et en face de lui, maître Batibier Benao, qui est le secrétaire général du syndicat national des avocats. Et monsieur Wilfred Zondi, qui, je le disais, est juriste consultant et ancien député du Conseil national de la transition, du CNT. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet qui sera certainement intéressant à débattre. Au revoir.